Voilà, bonjour à tous. Bonjour Caroline. Aujourd'hui, on accueille Caroline Baron de la plateforme Augure. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ça va bien. Alors, la plateforme Augure, c'est un outil super intéressant pour, entre autres, trouver des influenceurs. Donc aujourd'hui, avec Caroline, on va parler de la relation avec les influenceurs, mais d'abord une petite bio. Donc Caroline est diplômée d'une business school, la Kedge Business School à Marseille, c'est juste? C'est à Marseille? C'est ça. Oui. Tout à fait, ouais, dans le sud de la France. Voilà, donc ensuite Caroline est entrée dans le monde du numérique en travaillant chez Talend. C'est une grosse boîte d'un leader dans le data, big data. Et puis aujourd'hui, elle est chez Augure, elle est responsable marketing chez Augure. Et voilà, c'est elle-même une influenceur, on va dire, sur le sujet de la veille et des influenceurs. Donc, je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les relations influenceurs, en fait, c'est devenu une composante essentielle pour nous, pro DRP, dans notre stratégie de relations publiques et aussi pour le marketing. Puisque un influenceur sur le web a énormément de pouvoir aujourd'hui sur ses fans ou ses followers, on va dire. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est en fait la différence entre un influenceur et un blogueur sur le web? Alors, il y a pas de différence. En fait, influenceur, ça va être finalement toutes les personnes qui vont avoir cette capacité à créer et relayer des opinions. Donc, nous, quand on parle d'influenceur, on parle de journalistes, on parle de blogueurs, on parle de leaders de communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi de consommateurs, voire de célébrités. On avait essayé finalement de catégoriser un petit peu tous ces différents profils d'influenceurs au sein sous forme d'une pyramide. Donc on pourra, je pense, vous faire parvenir le lien vers cette ressource par la suite. Et en fait, C'est une l'idée, c'est de voir infographie, donc. exactement, voilà. Et en haut de la pyramide, donc on a des célébrités qui sont influentes, on ne peut pas le nier parce que finalement leur pouvoir c'est qu'elles sont populaires, donc sur tous les sujets sur lesquels elles vont s'exprimer, ça va avoir de l'impact. On l'avait vu par exemple avec Oprah Winfrey, qui est un exemple classique, qui avait fait un tweet sur l'Actify de Seb, ça avait eu une répercussion en termes de l'impact sur le cours de bourse, les ventes ou autres. Donc il y a vraiment une très forte portée de cette catégorie de personnes. Ensuite, on a ce qu'on va appeler des leaders d'opinion qui là vont avoir une influence qui est verticale autour d'un sujet donné, c'est-à-dire des gens qui ont acquis une véritable crédibilité autour de certains sujets. Donc on retrouve notamment toute la fameuse catégorie des blogueurs, donc c'est-à-dire quand ils vont s'exprimer par exemple sur des sujets liés à l'environnement, à la mode, à la cuisine ou tout autre sujet. Marketing, par exemple, aussi. Exactement. Je pense à Brian Solis, puisque c'est voilà, voilà. tout à fait. Ils ont un véritable crédit autour de ces sujets. Ils vont permettre aux marques du coup de gagner en notoriété autour de ces sujets, alors que s'ils s'expriment sur d'autres sujets, ils auront moins d'impact. Et enfin, dans le bas de la catégorie, qui va être finalement la catégorie la plus nombreuse, on va retrouver ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire finalement des personnes qui n'ont pas une audience aussi importante forcément que les deux catégories citées préalablement, mais qui vont avoir une micro-influence très forte et qui vont vraiment jouer le rôle un peu de faire des recommandations au sein de leur entourage. Donc c'est toutes les personnes qui vont partager leur avis sur telle ou telle expérience. Donc on peut le voir se développer pas mal avec l'environnement numérique. Donc finalement, en haut de la pyramide, on a des influenceurs qui ont une portée très importante, et plus on descend vers le bas de la pyramide, où là on a un niveau d'affinité qui est plus important. Mais on voit bien qu'un influenceur, c'est quelque chose de très large. Il faut sortir de influenceur, c'est un blogueur ou c'est un journaliste, puisque aujourd'hui en fait le digital a eu ce pouvoir qu'il a donné la parole à tout le monde. Donc tout le monde peut devenir influenceur, et tout le monde est influenceur à plus ou moins grande échelle pour certaines personnes.
D'accord. Alors, donc maintenant, par exemple, si on est une marque ou une agence de relations publiques et que on aimerait trouver les influenceurs, donc plutôt, on va dire, peut-être pas le haut de la pyramide parce qu'on n'a pas l'argent, étant donné que c'est des célébrités, ni le bas parce qu'on a envie d'avoir des leaders d'opinion et qu'on veut toucher un maximum de gens. Comment est-ce qu'on va faire pour justement trouver ces influenceurs dans son domaine spécifique? Alors, nous, en fait, je vais un peu aussi parler de la solution. Finalement, c'est un influenceur, comme je disais, qui a la capacité à créer et faire bouger les opinions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement quels sont leurs contenus, l'impact des contenus qui vont être publiés. Donc, par exemple, l'outil Augure se base sur ça, c'est-à-dire qu'à partir des sujets de votre recherche, donc j'insiste sur le fait que ce sont des recherches contextuelles, c'est-à-dire que si je m'intéresse à la COP21 qui vient de passer ou autre, c'est à moi de vraiment définir quel est mon écosystème de recherche, quels sont les mots-clés qui vont me permettre d'identifier les bonnes personnes. Et c'est un travail en amont qui est très important à faire, c'est-à-dire que vous voyez bien sur Google, si vous cherchez COP21, vous allez trouver à boire et à manger. Maintenant, est-ce que je m'intéresse à la COP21 par rapport à l'aspect économique, purement sur l'environnement, sur l'impact que ça a eu au niveau politique? Enfin, il y a différentes métriques. Donc, c'est un travail au préalable qui est très important de faire, de bien définir quel est son écosystème de recherche et quel est mon objectif. Pourquoi est-ce que je veux travailler avec des influenceurs? Est-ce que c'est des personnes qui me connaissent pas que je souhaite sensibiliser, ou alors est-ce que je m'intéresse finalement de voir s'il y a déjà des personnes qui sont mobilisées autour de ma marque et que je souhaite fidéliser. Donc il y a différentes approches, et j'insiste sur l'importance d'avoir un objectif clair, parce que on recherche pas des influenceurs pour rechercher des influenceurs. Donc une fois finalement que ce travail en amont de définition des objectifs et d'écosystème il est réalisé, on peut en effet s'appuyer sur différents outils. Donc moi, j'ai parlé d'Augure parce que forcément, je prêche pour ma paroisse, mais il y a aussi, on peut utiliser différents outils, on peut s'appuyer sur des recherches sur les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a plusieurs outils à prendre en compte. Et nous, Augure, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait s'intéresser à l'impact qu'avaient eu les contenus des auteurs, c'est-à-dire que lorsque je fais une recherche via le moteur de recherche, donc en utilisant les différents mots-clés et en jouant avec différentes combinaisons que j'ai pu définir au préalable, l'outil en fait va me faire ressortir les auteurs qui ont publié autour de ces sujets. Donc on est vraiment là sur des personnes qui parlent des sujets qui m'intéressent et qui ont une certaine influence. Donc c'est calculé à partir de 3 critères principaux qui sont l'exposition, c'est-à-dire quel est le capital d'audience de la personne sur le sujet qui m'intéresse. Donc ça va prendre des métriques pour schématiser comme les followers sur les réseaux sociaux, mais aussi l'audience des médias ou des blogs dans lesquels ils peuvent contribuer. Ensuite, l'écho, quelle est la capacité de cette personne à être propagée finalement. Donc ça va analyser des liens entrants, des partages, des commentaires, donc tout ce genre de choses. Des retweets, etc. Exactement. Likes. Et enfin, le niveau de participation. Est-ce que sur le sujet qui m'intéresse, c'est une personne qui s'exprime beaucoup ou pas? Et ces différents critères sont pondérés pour permettre aux utilisateurs finalement d'essayer d'identifier les personnes. Ensuite, il faut bien comprendre que ça reste que des préconisations, c'est-à-dire que chaque marque ensuite doit faire quand même le travail d'analyser ces personnes, de voir si ça fait sens ou pas par rapport à l'ADN de leur marque et leurs objectifs. Donc c'est vraiment un outil pour gagner du temps et accompagner les personnes, mais l'influence c'est quelque chose qui est quand même aussi subjective et c'est charge aux professionnels du métier et de la marque de juger aussi l'adéquation par rapport à leurs objectifs. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne sera jamais remplacé par des machines, ce qui est une bonne nouvelle. Et heureusement. D'accord, excusez-moi. Donc en fait, quand on a donc fait ce tri, on a défini quels sont les influenceurs avec lesquels on aimerait entrer en contact pour sa marque, qu'attendent en fait en général vraiment les influenceurs? Alors là, ça va aussi dépendre finalement à qui je m'adresse. Si je reprends la pyramide dont je parlais au début,
on voit bien qu'il va y avoir des attentes différentes selon la catégorie. Par exemple, les célébrités, elles vont valoriser quand même des contrats qui sont rémunérés. C'est un schéma, sans vouloir faire trop de caricatures, qui est assez proche du sponsoring finalement. Donc ça va être très lié autour de la rémunération et de l'image de marque. C'est-à-dire qu'il faut que des marques vont s'associer, des célébrités vont s'associer à des marques qui correspondent aussi à l'image qu'elles veulent donner. Dans la deuxième catégorie, donc là je parle plus des leaders d'opinion. Là, eux, leur besoin finalement, c'est de renforcer leur expertise et leur influence autour des sujets qu'ils abordent. Et on avait mené une étude chez Augure en juin dernier sur les relations influenceurs, où il ressortait que une des principales motivations des influenceurs, c'était finalement la capacité à pouvoir apporter à leur audience un contenu à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire finalement que les marques les aident à pousser du contenu à leur audience, du contenu qui c'est-à-dire comme expert, vraiment. Voilà, qui soit qualitatif et qui puisse renforcer leur expertise exactement autour de leur sujet. Et dans la dernière catégorie, là, c'est plus des consommateurs qui vont partager, qui vont recommander leur expérience. Donc là, on parle de micro-influence, donc il y a quand même ce besoin aussi, cette attente d'être reconnu au sein de leur communauté, comme justement ces personnes qui vont pouvoir faire la bonne recommandation ou autre. Et on est aussi sur des attentes parfois d'avantages un peu plus matériels, comme des réductions, des programmes de fidélisation, tout ce qui va être autour d'un peu de la gamification, donc, qui est pas mal développé en ce moment. Donc on voit bien que selon finalement les personnes à qui je souhaite m'adresser, les attentes vont être différentes et du coup les marques vont devoir mettre en place des stratégies qui diffèrent également. D'accord. Donc en fait, on a trouvé les personnes, on a notre groupe cible, on décide des campagnes qu'on va faire, mais comment ensuite est-ce qu'on mesure les résultats en fait de ces campagnes relations influenceurs? Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Je veux dire, si on a un retour sur investissement par rapport au temps ou l'argent qu'on a mis. C'est pareil, tout dépend finalement, c'est pour ça que c'est très important de bien définir ses objectifs, parce que un des risques aussi de l'environnement digital, c'est que finalement, on a énormément de métriques à notre disposition, c'est-à-dire qu'avant, c'était quand même pas simple de savoir combien de personnes avaient tourné, vraiment vu la page d'un magazine ou autre. Aujourd'hui, on peut suivre les audiences, les partages, on a vraiment beaucoup de métriques, mais si on veut tout mesurer, on mesure plus rien. C'est souvent le risque. Donc, si finalement mon objectif c'est de développer ma notoriété, je vais m'intéresser aux retombées. Si je travaille avec la dernière catégorie, je vais peut-être essayer de suivre l'évolution de mes ventes. Il y a différentes métriques. Donc finalement, dans les relations influenceurs, nous chez Augure, on préconise deux types de métriques qui vont être les métriques sur l'impact sur ma marque. Finalement, toutes les actions que j'ai pu mettre en place, est-ce qu'elles m'ont permis de développer ma notoriété, d'impacter mes ventes, d'être plus présent autour de certains sujets. Et ensuite, il y a aussi l'importance de mesurer l'évolution de sa relation avec les influenceurs. C'est-à-dire, on a mis en place ce qu'on appelle le scoring de proximité, c'est-à-dire de suivre finalement comment est-ce que les influenceurs s'engagent auprès de ma marque. Quels sont ceux qui répondent le mieux à mes actions? Par exemple, ceux qui me suivent et interagissent avec moi sur les réseaux sociaux, ceux qui ouvrent mes emails, ceux qui viennent à mes événements, ceux qui publient sur moi. Et au contraire, ceux qui ne font pas encore ces interactions. Pourquoi c'est important d'avoir ce niveau de mesure? Parce que il faut personnaliser l'approche et je vais forcément pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui a participé à des événements avec qui j'ai collaboré qu'à quelqu'un qui me connaît pas encore et qui du coup ne s'attend pas du tout au même type d'information. Donc c'est pour ça que nous, quand on travaille sur la mesure, on travaille vraiment sur deux aspects. L'importance de suivre finalement où j'en suis dans ma relation avec les influenceurs, ce qui permet aussi de pouvoir affiner sa stratégie pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire que si je vois finalement que j'ai un enjeu important autour de la notoriété, je vais devoir développer des publications, mais que j'ai réussi à engager très peu d'influenceurs ces derniers temps, je vais devoir travailler cette partie
pour espérer plus tard obtenir des retombées, parce qu'on est bien sur des stratégies qui se travaillent sur le long terme. Il ne faut pas espérer identifier les influenceurs, leur envoyer un email, bonjour, j'ai ce produit, vous pouvez parler de moi. Donc, c'est comme les journalistes, en fait, ça c'est comme c'était avant. Exactement. Et les journalistes sont des influenceurs d'ailleurs. Absolument. Parlez-nous un peu, donc vous avez une infographie, je parle en anglais, qu'on va mettre bien sûr au-dessous du podcast, qui s'appelle en anglais The Influencer Journey. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ce que c'est? Ça fait sens en fait avec ce dont je parlais auparavant sur l'importance d'adapter finalement sa stratégie, ses interactions selon le niveau de proximité des influenceurs. Parce que finalement, on a fait le parallèle entre le Customer Journey, qui est pas mal utilisé généralement dans en termes de relations clients et en marketing exactement, avec l'Influencer Journey. Et les 4 principales étapes qu'on a mis en avant, c'est la première étape qui va être awareness, qui est finalement comment est-ce que j'entre un petit peu dans le radar entre guillemets de l'influenceur. Donc ça passe par faire savoir qu'on existe, parce qu'en anglais on dit awareness, je sais pas comment on dit ça en français, mais en gros de faire savoir à l'influenceur que notre marque faire savoir, et surtout et pour faire savoir qu'on existe, écouter, c'est-à-dire bien écouter la personne, apprendre à la connaître en suivant ses publications aussi sur les réseaux sociaux par exemple, en commençant à commenter, en retweetant. C'est finalement bien identifier la personne et implicitement lui donner aussi les billes pour qu'elle puisse vous identifier. Dans une deuxième étape, on va pouvoir travailler sur la crédibilité, c'est finalement montrer crédibilité de la marque. Exactement. Montrer sa crédibilité et construire ce lien finalement avec l'influenceur en montrant finalement ce que je peux apporter à cet influenceur, que je parle de ces sujets, mais que j'ai une véritable proposition de valeur derrière. La troisième étape, ça va être finalement de développer la collaboration avec cet influenceur. Donc pourquoi pas travailler sur des contenus en collaboration, comme des études ou je sais pas. Et puis la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle loyalty, c'est finalement de maintenir cette relation, de l'entretenir à long terme la relation. Exactement, et de l'inscrire dans la durée. Donc voilà, c'est les différentes étapes qui finalement permettent d'avoir une approche qui soit qualitative dans la mise en place de ces relations avec les influenceurs. D'accord. Alors donc pour finir, je voudrais quand même parler un tout petit peu de com de crise, puisque c'est aussi un des sujets principaux dans le podcast. Donc l'importance d'avoir des relations avec les influenceurs pour votre organisation en amont d'une crise potentielle. Si vous pouvez parler un peu de ça. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur l'importance vraiment de travailler en amont, parce qu'il faut surtout pas penser que si vous faites face à une crise, de vous mettre à rechercher des influenceurs et les contacter en leur demandant de vous appuyer, puisqu'on part bien sur des stratégies sur le long terme, donc c'est impossible de, par exemple, construire cette légitimité alors qu'on est face à une crise. Donc c'est important de travailler ces relations en amont, et ça permet du coup d'avoir en fait finalement à un moment les influenceurs et leur communauté, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on cible des influenceurs, c'est in fine pour toucher la communauté qui leur fait confiance, qu'elle puisse prendre le relais. Donc pour ça, je pense, je peux vous donner un exemple. En fait, donc on était à un événement avec quelqu'un de chez Nutella, le directeur des relations extérieures de chez Ferrero, pardon. Donc pour la marque Nutella, il expliquait que, donc il me semble que c'était durant l'été, Ségolène Royal, lors d'une émission, en fait, avait un peu appelé au boycott de Nutella, donc par rapport à toute cette polémique autour de l'huile de palme. De l'huile de palme, oui. Et au final, le fait que Nutella avait bien travaillé les messages autour de cette activité, elle avait clairement expliqué finalement leur positionnement sur ce sujet, ce qu'ils mettaient en place, etc. Et avait réussi à faire passer ce message aux bonnes personnes, aux bons influenceurs. Ils n'ont même pas eu eux-mêmes finalement à intervenir suite à cette intervention de Ségolène Royal. Et même Greenpeace avait
c'est Greenpeace qui avait expliqué que peut-être la ministre se trompait de cible parce que Nutella mettait quand même en place des engagements sur ces sujets, notamment avec tout ce qui tourne autour de l'huile de palme durable. Donc on voit bien que lorsqu'on travaille bien en amont son message, c'est-à-dire qu'on est quand même sur... ça n'empêche pas qu'il faut faire preuve de transparence et de simplicité et pas chercher à passer de faux messages. Mais lorsqu'on a un message clair, qu'on sait exactement ce qu'on veut dire, quelle est notre proposition de valeur, quelle est notre position sur certains sujets ou autres, et qu'on arrive à adresser ce message aux bonnes personnes, à celles qui sont reconnues expertes autour de ces sujets, qui ont une communauté qui leur fait confiance ou autre, et lors d'une situation de crise, ça permettra de pouvoir s'appuyer sur ces relais qui auront été sensibilisés bien en amont de la crise et qui du coup auront normalement déjà été séduits entre guillemets ou convaincus plutôt par le message des marques, auront confiance entre guillemets envers ces marques et prendront spontanément leur défense ou pourront accompagner la marque dans son plan de gestion de crise. Sans qu'on le demande, Exactement, et ça a d'autant plus d'impact. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable défiance des publics vis-à-vis des marques, des institutions ou autres. Donc la marque n'est pas crédible lorsqu'elle émet son message au direct. On a besoin que finalement la marque a besoin de s'effacer pour que ce soit d'autres personnes qui puissent véhiculer ces messages. Il y a d'ailleurs le directeur de la communication du média Les Échos, donc le groupe Les Échos, qui est un client Augur, qui expliquait qu'aujourd'hui le rôle principal finalement du directeur de la communication, c'est aussi d'orchestrer la circulation des contenus autour de la marque. Donc pas seulement c'est pas de contrôler le message, puisqu'on ne peut plus contrôler aujourd'hui les messages autour de la marque, mais de s'assurer que les contenus circulent bien, et ce qui permet du coup que les messages atteignent les bonnes personnes. Mais vous parlez du contenu interne, donc, du contenu interne à la marque, ou pas forcément le contenu aussi qui est créé par des gens à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Si j'arrive à bien faire circuler mon contenu, qui est finalement mon message au final, donc par contenu au sens large, sur toutes les formes qu'il peut prendre, si j'arrive à orchestrer la circulation de ces contenus et du coup à l'adresser aux bonnes personnes, je sais qu'in fine, il va pouvoir être utilisé si je l'écris avec les bons messages et être utilisé par tous ces internautes ou autres sur le web qui vont pouvoir se le réapproprier et le propager. Donc ça permet de faire circuler et de créer de nouveaux contenus aussi autour de la marque. Absolument. Ok, écoutez, c'est super intéressant. Merci infiniment. Donc comme merci à vous. Et on va mettre toutes les infographies, les 2 infographies dont on a parlé sur le site. Et puis nous, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous tweetez, j'imagine, vous personnellement, Augur, donc on mettra le lien sur la plateforme. Voilà, donc on est sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter sans problème par le site web aussi, www.augur.com, où vous pouvez consulter nos différentes ressources, nous envoyer un message si vous avez des questions. Moi, je suis aussi présente sur Twitter et il n'y a aucun problème si vous voulez échanger avec moi, ce sera avec plaisir. D'accord. Et puis, je voudrais juste dire, vous avez juste mentionné les ressources. Les ressources sur le site Augur sont absolument incroyables. Il y a des livres blancs, il y a des webinaires, il y a des vidéos, il y a un blog super. Donc voilà, j'incite tout le monde à aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette plateforme. En tout cas, mille merci et puis à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.